Bonsoir, bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de l'ASP qui fait partie de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts auxquels prennent partie différents spécialistes en sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous voudrions remercier dans un premier temps notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogène, EMD Serono et Pandopharm, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Jean-Sébastien Lavoie et j'ai le plaisir d'animer le webinaire de ce soir. Je suis impliqué auprès de la Société canadienne de l'ASP depuis quelques années. J'ai participé à la web-série Souper Party, à des capsules d'information sur l'ASP et je suis membre du Comité national des jeunes adultes atteints de l'ASP. Je suis moi-même atteint de l'ASP. J'ai été diagnostiqué en 2015 à l'âge de 25 ans. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 7 ans, j'ai 32 ans et je me porte bien. Merci de demander. Avant de commencer, veuillez noter que ce webinaire est enregistré pour être visionné ultérieurement sur notre plateforme de web diffusion, notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec les liens vers les enregistrements lorsqu'ils seront disponibles. Si vous avez des questions pendant la présentation, utilisez le bouton « Poser une question » qui se trouve sous l'écran. Aux participants qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Veuillez noter que la Société de l'ASP n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions éclairées. Je tiens sincèrement à féliciter les adolescents qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une période facile, mais nous vous remercions de prendre le temps de vous assurer un passage en douceur vers les soins pour adultes. Aujourd'hui, nous allons entendre à la fois une neurologue ainsi qu'une jeune adulte qui va témoigner justement de cette transition. Je désire maintenant, sans plus attendre, souhaiter la bienvenue à la spécialiste qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Dr Myriam Lévesque-Roy. La Dr Myriam Lévesque-Roy détient un diplôme en médecine de l'Université McGill, où elle a également complété une résidence en neurologie adulte. Elle a ensuite poursuivi un stage postdoctoral en sclérose en plaques et en neuroimmunologie à l'Université de Calgary. En 2020, elle s'est jointe au département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill en tant que professeure adjointe. Elle pratique à l'Institut hôpital neurologique de Montréal et participe aux soins cliniques et à la gestion des patients atteints de l'ASP. De plus, la Dr Lévesque-Roy est une neurologue consultante pour les jeunes patients atteints de l'ASP à l'hôpital Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill. Alors, bienvenue, Dr Lévesque-Roy. Est-ce que j'ai été assez précis dans cette description? Oui, merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour l'introduction. Puis, évidemment, ça me fait vraiment plaisir d'être présente ce soir pour le webinaire. Super. La parole est à vous. Super. Donc, c'est ça. Ce soir, on va couvrir, dans le fond, comment se préparer les adolescents atteints de sclérose en plaques à la transition vers les soins pour adultes. Puis, je pense que c'est un sujet quand même assez important qui souvent, on n'y pense pas assez, je pense, mais c'est quand même une grande transition pour les adolescents. Puis, je trouve ça important, c'est ça, d'en parler, de donner des outils. Puis, c'est ça pour que ceux qui vivent cette transition sachent qu'ils sont pas seuls dans tout ça. Puis, évidemment, à la fin, là, comme on avait dit, il va y avoir une opportunité de poser des questions s'il y en a. Puis aussi, on va avoir la chance un peu plus tard d'avoir le point de vue d'une jeune personne atteinte de SP qui va elle aussi le pouvoir témoigner. Quelques sujets qu'on va aborder ce soir. Premièrement, pourquoi est-ce qu'une transition formelle vers les services pour adultes est-elle importante? On va parler aussi de quels sont certains des défis que les adolescents doivent relever dans ce contexte-là. On va aussi parler de qu'est-ce qui est important de demander à votre équipe de soins pédiatriques dans l'année ou même dans les années qui précèdent là, la transition vers les soins pour adultes.
Puis, on va aussi donner des outils pour les équipes soignantes pour mieux soutenir, en fait, les patients pédiatriques. Donc, juste une petite introduction sur la SP au Canada. Donc, le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En fait, environ 1100 nouveaux cas de SP sont diagnostiqués chaque année et plus de 90 000 Canadiens sont atteints de SP. Les régions des Prairies puis de l'Atlantique comptent 2 fois plus de cas de SP que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Puis, la SP est aussi l'une des maladies neurologiques les plus courantes chez les jeunes Canadiens. Règle générale, ça se déclenche généralement entre 15 et 40 ans. C'est plus rare que ça se déclare donc avant l'âge de 18 ans, mais jusqu'à 10% des personnes atteintes peuvent présenter leurs premiers symptômes avant 18 ans. Juste pour glisser un petit mot à propos de l'Institut Hôpital neurologique de Montréal, où je pratique. Donc, c'est un établissement de recherche puis d'enseignement qui est affilié à l'Université McGill. Puis, on gère la plus ancienne clinique du Canada là, qui est consacrée aux patients atteints de SP. Donc, chaque année, on traite plus de 2300 patients. Puis nous, dans le fond, notre approche, on utilise vraiment une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire en collaborant avec des infirmières spécialisées, une équipe de physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux qui donc collaborent là, ensemble aux soins des patients. Aussi, une des particularités, c'est que les patients peuvent participer à des essais cliniques, donc sur des nouveaux médicaments là, contre l'ASP dans l'unité de recherche clinique du neuro. Donc maintenant, pourquoi avons-nous besoin d'une transition officielle vers les soins pour adultes? Donc, comme on a parlé, je pense que c'est vraiment une étape importante, puis ça vaut la peine de bien se préparer. Je pense que ça contribue à diminuer un petit peu le stress parce que c'est vraiment de la nouveauté quand on change de neurologue, on change d'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles à ce moment-là. Puis je pense que c'est important aussi de sentir que dans cette transition-là, ben on n'est pas seul. Il y a toute une équipe qui va être là pour nous soutenir. Puis aussi, ça fait en sorte que quand on transitionne vers les adultes, c'est important d'avoir ce sentiment-là d'indépendance, de sentir qu'on peut vraiment là, prendre les bonnes décisions pour nous, tout en se sentant, bien entendu, là, encadré puis supporté dans tout ça. Donc, c'est démontré par plusieurs associations, donc l'Association américaine de pédiatrie, l'Association américaine des médecins de famille, qui reconnaissent là, vraiment que la transition vers les services pour adultes, c'est vraiment un enjeu là, pour les soins aux adolescents. Souvent, le matériel éducatif, c'est souvent destiné aux adultes, puis on reconnaît que ça devrait être mieux adapté là, pour les adolescents. Puis c'est sûr que les services pour adultes, par contre, peuvent être mieux adaptés à certains aspects des soins, comme la santé sexuelle, puis aussi l'équilibre entre le traitement puis les contraintes du travail, par exemple. L'avantage d'un processus de transition, un petit peu comme on parlait, c'est vraiment que de laisser le temps pour justement pour l'adolescent, pour acquérir tout ce qui est nécessaire pour vraiment prendre en charge leurs soins, être plus indépendants là, dans leurs interactions avec le système de santé. Puis il peut y avoir quand même une certaine incertitude parce qu'on ne sait pas nécessairement comment notre information va être transférée dans le cadre, là, c'est ça, des soins pour adultes. Fait que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de clarté, de savoir comment ce processus-là va se passer là, à l'avance. Je vais parler un petit peu des obstacles qui pourraient se présenter justement dans cette transition-là.
Du niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe pédiatrique, donc c'est sûr que des fois, les pédiatres peuvent vouloir retenir leurs patients, surtout si ça fait quand même longtemps qu'ils le suivent, puis peut-être qu'ils ont l'impression là, que les services pour adultes seront pas comme ceux qui ont fourni jusqu'à maintenant. Du côté du patient, il peut avoir un sentiment de revoir, de devoir tout recommencer à neuf. Donc, il peut se sentir dans un sens là, abandonné par son équipe médicale. Parce qu'on sait que ça prend du temps quand même pour établir ce lien-là entre le nouveau médecin, donc le nouveau neurologue traitant. Puis c'est sûr aussi qu'il faut prendre en compte que les médecins qui offrent des soins pour les adultes, des fois, ils peuvent avoir un style de consultation ou une approche un petit peu différente là, de ce que les jeunes étaient habitués là, avec l'équipe pédiatrique. Au niveau de la famille aussi, c'est sûr que les parents aussi peuvent se sentir un petit peu menacés là, dans un sens par l'environnement adulte, dans un sens que c'est un nouvel environnement là, qu'ils connaissent pas nécessairement. Puis au niveau de l'équipe qui offre les soins pour les adultes, ça se peut aussi qu'ils n'aient pas reçu la même formation là, pour traiter les pathologies pédiatriques. Donc ça fait partie des obstacles potentiels là, à la transition. Puis, dans le fond, ici, c'est aussi pour parler un petit peu des défis de ce que les adolescents peuvent nous rapporter. Donc, il y a certaines études là, qui ont été menées au Canada, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, qui ont montré un petit peu des thèmes là, qui ressortaient vis-à-vis là, le processus de transition. Puis un des sentiments qui prédominait, c'était surtout de la tristesse, de sentir aussi que dans leur transition, c'est comme si on devenait un petit peu un patient parmi les autres, de se sentir un petit peu plus comme un numéro là, parmi tant d'autres. Aussi, le fait de devoir raconter encore une fois là, l'histoire de leur diagnostic. Puis c'est sûr qu'on peut se sentir moins à l'aise là, quand on voit des patients âgés ou qui sont très handicapés. Donc ça, c'est des défis qui ont été rapportés là, dans ces études-là. Maintenant, du côté des parents, donc il y a aussi certaines études là, qui ont regardé cet aspect-là. Puis, donc, il y a des familles aussi qui peuvent ressentir ce sentiment-là là, d'abandon là, dans le processus de transition. Ça peut arriver que, dans le fond, on voit que les parents là, remarquent un manque de coordination aux soins, justement au sein du système de soins de santé. Puis c'est sûr que le jeune adulte peut être plus vulnérable là, au moment de la transition. Puis des fois, là, il peut ne pas avoir là, toutes les ressources là, appropriées pour répondre aux besoins des jeunes adultes. Mais c'est ça, ce qui ressortait qui avait facilité le processus de transition, c'est la débrouillardise, c'est sûr le soutien familial, la capacité justement à établir de nouvelles relations, ça facilitait beaucoup cette transition-là. Puis je peux peut-être glisser un petit mot aussi par rapport à mon expérience en suivant justement des jeunes dans ma pratique qui ont vécu cette transition-là. C'est sûr que chaque centre est différent. Chaque centre a un processus là, qui leur est spécifique pour les transitions. Mais moi, de mon expérience, cette étape-là, c'est bien passé. C'est sûr que j'encourage toujours les jeunes à poser leurs questions, puis ne pas hésiter justement. Je vais en parler un petit peu plus tard dans cette présentation-là. Mais il y a aussi une façon de se préparer là dans l'année qui précède. Puis c'est règle générale, là, l'expérience s'est très bien passée. Puis on voit justement que les jeunes sont prêts, qui sont, je trouve, très bien préparés, qui posent leurs questions. Donc
de mon expérience, là, ça a été très, très positif. Donc ça nous amène à justement quel genre de questions est-ce que vous devriez demander à votre équipe de soins pédiatriques même avant de passer aux soins pour adultes. Donc, il y a différentes choses. En fait, avant votre premier rendez-vous, justement, là, quand vous allez passer aux soins pour adultes, vous pouvez travailler même à l'avance pour justement retracer un petit peu l'histoire de votre diagnostic. Ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué, exhaustif, mais peut-être juste de noter les dates des symptômes là, qui ont mené au diagnostic, juste pour retracer un petit peu l'histoire. Ensuite de ça, les détails là, des poussées qui sont survenues par la suite. Puis aussi le nom, le dosage des médicaments. Si vous avez pris plusieurs médicaments là, auparavant, ça peut être bon là, de les noter. Puis bon, c'est sûr, le nom des personnes qui vous suivaient là, dans l'équipe pédiatrique. Puis c'est super important aussi de préparer une liste de questions pour votre nouveau neurologue. Puis n'hésitez pas, là, je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions, tout est important. Puis entre autres, de leur demander comment la clinique fonctionne, à quelle fréquence vont être les rendez-vous, quand sera le prochain IRM. Vraiment, là, tout ce que vous pouvez poser comme question, c'est bon de le noter. Maintenant, c'est ça, pour votre équipe de soins pédiatriques, vous pouvez déjà leur demander justement, est-ce qu'il y a un plan là, pour la transition? Comment est-ce que votre dossier, vos antécédents vont être transférés là, à la nouvelle équipe? Vous pouvez aussi leur demander, est-ce que c'est possible de rencontrer l'équipe de neurologie pour adultes même avant d'avoir 18 ans? Puis, ça se peut justement qu'un coordonnateur là, de votre clinique pédiatrique puisse vous présenter à la nouvelle équipe. Vous pouvez leur demander justement est-ce que vous allez avoir accès aux mêmes services, comment est-ce que vous pouvez vous préparer à cette transition-là. Aussi, c'est une opportunité, lorsque vous aurez 18 ans, là, vous aurez peut-être la possibilité de participer à des essais cliniques. Ça, c'est bon là, de demander si jamais si vous êtes intéressé là, selon le centre où vous êtes. Mais ça pourrait aussi vous donner l'occasion d'accéder à des nouveaux traitements. C'est sûr que c'est très important avant toute chose là, d'en discuter avec votre neurologue si c'est quelque chose là, qui vous conviendrait. Mais c'est une façon là, de contribuer là, à la recherche puis au progrès. Je vais mettre aussi donc une liste de ressources là, pour les jeunes adultes. Donc, il y a l'Hôpital de Montréal pour enfants qui donne des listes puis des guides justement pour se préparer à cette transition-là. L'Hôpital de Sick Kids à Toronto, il y a aussi un livret là, facile puis un passeport que vous pouvez imprimer pour conserver là, l'information. C'est en anglais par contre. Il y a aussi le CHEO qui donne une vidéo d'information. Puis évidemment, ça se peut qu'il y ait d'autres ressources là, dans votre centre, donc n'hésitez pas à la demander à l'équipe là, qui vous suit s'il y a d'autres ressources de disponibles. Maintenant, comment les équipes de soins de santé peuvent-elles mieux vous soutenir? Donc ça, c'est un exemple d'un échéancier de transition. Donc c'est quelque chose justement là, qui peut être utile. Puis, selon cet échéancier-là, c'est sûr, on peut même commencer cette transition-là même à 16 ans ou avant l'âge de 16 ans. On peut déjà là, commencer à présenter les patients à l'équipe de neurologie adulte. On peut penser, par exemple, à une liste qu'on peut établir avec le patient. Puis ensuite de ça, on peut commencer à planifier, par exemple, de rencontrer l'équipe, donc leur nouveau neurologue. On peut aussi justement là élaborer un petit peu le processus puis comment ça va se passer. Puis ça se peut aussi qu'il y ait une infirmière justement de la clinique pédiatrique qui soit disponible pour accompagner le patient. Si c'est le cas, là, ça peut être bien. Puis à l'âge comme ça, à l'âge de 18 ans, là, c'est vraiment
on est déjà préparé là, vraiment à cette transition-là. Puis même ça se peut qu'on ait déjà pu rencontrer là, notre nouvelle équipe. Mais comme je dis, ça, c'est vraiment juste un exemple. Le mieux, c'est vraiment d'en parler là, avec votre équipe pédiatrique, puis de voir là, qu'est-ce qui vous convient le mieux pour vous préparer à ça. Puis ça, c'est seulement quelques idées justement là, pour avoir pour mettre en œuvre un programme de transition. Donc, comme on a dit, ça peut être d'utiliser une liste, puis de l'utiliser là, avec l'équipe, une liste des différentes choses là, qui peuvent faciliter. Ensuite de ça, c'est ça, on peut avoir un coordonnateur ou quelqu'un qui nous aide là, à faire le contact avec l'équipe des soins pour adultes. Évidemment, c'est ça, c'est important d'avoir aussi du soutien là-dedans. Donc, évidemment, là, il y a plusieurs ressources, mais entre autres, là, la Société canadienne de la sclérose en plaques, des groupes de discussion, d'autres webinaires là, qui sont là pour soutenir. Ça peut être d'avoir un passeport. Il y a d'autres ressources aussi. Par exemple, on avait parlé un petit peu là, des travailleurs sociaux. Il y a aussi des psychiatres qui peuvent être disponibles selon les cliniques, des physiothérapeutes. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de ressources là, qui sont disponibles selon les centres. Puis je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles on fait ces webinaires, c'est pour vraiment sensibiliser les différentes communautés, là, autant du côté pédiatrique que du côté des soins pour adultes, pour que les gens soient au courant que de cette période-là de transition, qu'on puisse mieux accompagner là, les jeunes dans tout ça. Donc ça peut être des outils là, qui peuvent être appliqués. Les ressources maintenant pour les équipes de soins, donc c'est des ressources là qui justement au niveau du Santé des enfants Canada, qui ont certaines lignes directrices là, pour les équipes de soins. Donc ça peut justement aider là, si jamais là, les équipes de soins n'ont pas déjà là, un programme mis en place là, pour cette transition-là. Donc, ça conclut cette courte présentation. Puis, je mets aussi vous avez ici là, les informations pour joindre l'équipe de sclérose en plaques du neuro. Donc, l'équipe de recherche clinique, c'est leur adresse courriel. Docteur Lévesque-Roy, c'était effectivement d'une pertinence assez pertinente. C'est un monde que moi, je ne connaissais pas puisque mon diagnostic est arrivé à la mi-vingtaine. Et il y a tellement de choses qui, même à l'âge adulte, on veut être bien préparé. Je pense que cette sensibilisation-là qu'on fait ce soir est vraiment, vraiment très importante. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire cette préparation-là à la transition parce qu'on préfère vraiment, vraiment être préparé plutôt que d'être désagréablement surpris par quelque chose qui nous causerait du stress et tout. Alors, merci énormément, Dr Lévesque-Roy, encore une fois. Ça fait plaisir. Et donc, ce soir, on est gâtés. On a les deux côtés, un peu. On a du côté des équipes soignantes avec une neurologue et du côté de ceux qui l'ont vécu. On y va. On a le point de vue d'une personne qui a vécu cette transition-là, en fait, et qui va nous partager ses expériences, ses conseils. Alors, Stéphanie Godet, bienvenue. Merci. Et donc, Stéphanie a reçu son diagnostic de SP en 2013. Elle n'avait que 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 23. Elle est ambassadrice auprès de la Société de la SP pour plusieurs événements comme la Marche SP, le rendez-vous AEW, où elle partage son vécu à titre de jeune adulte atteinte de SP. Stéphanie a appris à vivre avec la maladie et elle mène une vie qui ressemble à celle de bien d'autres jeunes. Elle étudie en travail juridique.
Elle travaille à temps partiel, elle a ses activités sociales, mais elle le fait à son propre rythme. Alors, Stéphanie, j'ai quelques questions. Je Alors, suis prête. voilà, d'après ton expérience, c'est quoi les principaux défis auxquels sont confrontés les adolescents qui entrent dans l'environnement de soins pour adultes? Ben, je vais dire en commençant que ce que la docteure Lévesque vient juste de dire, c'est exactement comment je me suis sentie. Honnêtement, si j'aurais été à 15 ans aujourd'hui ou tout juste sur le point d'avoir 18 ans et de passer à l'hôpital pour adultes, j'aurais vraiment aimé entendre son témoignage. Donc, j'aime mieux le dire d'avance parce qu'elle a décrit plusieurs choses que je vais peut-être répéter, mais c'est tel quel exactement comment je me sentais. Donc, j'aimais mieux le dire à l'avance. Pour revenir à votre question, ben moi j'avais énormément la peur d'être abandonnée. J'avais peur de, un peu comme on avait dit, on tisse des liens à l'hôpital pour enfants. Moi, j'étais suivie à l'hôpital de Montréal pour enfants et on tisse tellement des liens profonds, puissants avec notre équipe que on dirait qu'on c'est comme un petit, je sais pas comment dire, mais moi j'avais l'impression d'aller là à mes rendez-vous puis j'étais comme sur un c'est pas très beau, mais c'est quasiment cute, là, être sur un tapis rouge quand j'arrivais parce que tout le monde me connaissait, les infirmières, les neurologues, j'en avais une précise, mais j'en avais vu quelques-uns. Donc, je savais où je m'en allais, je savais comment ils me traiteraient, comme qu'ils étaient gentils avec moi. J'étais rassurée. Fait que moi, en changeant d'hôpital, j'avais énormément peur d'être abandonnée. C'est aussi un peu un deuil, si je peux dire ça comme ça. Comme j'ai dit, on tisse des liens vraiment quand même très forts. Puis en changeant, ben j'avais peur parce que c'était, comme un peu tout le monde, c'est l'inconnu. Donc, j'avais peur d'avoir pas un aussi bon lien avec mon nouveau neurologue, de la manière qu'il allait me traiter. J'avais peur que ça soit pas à la hauteur de ce que j'avais comme suivi à l'hôpital pour enfants. J'avais peur de l'inconnu de l'hôpital. Tu sais, je veux dire, l'hôpital pour enfants, je savais où je m'en allais, je connaissais le chemin et puis ça se passait bien. Quand tu arrives à l'hôpital pour adultes, on dirait que comme un peu la docteure elle a dit, j'avais peur d'être comme un numéro parmi tant d'autres personnes. C'était surtout ça mes craintes, là. Mais honnêtement, finalement, ça s'est super bien passé. J'ai eu le droit d'aller visiter la clinique avant même d'avoir mes 18 ans. Mais c'était ça le gros de mes craintes, là. Fait que je pense que c'est surtout l'inconnu puis le changement qu'on a presque peur d'être, ben, excusez le terme, mais d'être garoché un peu, tu sais, de vraiment envoyer, puis qu'il n'y ait pas le suivi, qu'ils ne connaissent pas ton histoire, que tu ne fasses plus de suivi médical, que tu ne fasses plus autant de résonance magnétique. Ben, je dis autant. J'en faisais beaucoup à l'hôpital pour enfants, moi. Fait qu'à l'hôpital pour adultes, je me suis dit, on m'en fera plus autant, on m'en fera plus. Fait que d'un point de vue de moi avec ma sclérose, je m'étais dit, ben, on me suivra plus autant. Fait que est-ce que ça va aussi bien aller que je vais présentement, là, je parle de quand j'avais 18 ans, avant d'avoir 18 ans, est-ce que je vais aussi bien aller en changeant d'hôpital vu que je serai plus autant suivie? Ça, c'est ce que moi, je me disais. Fait que moi, c'était vraiment ça ma crainte, là. En général, là, c'était vraiment la peur de... Comme moi, ma grosse peur, c'était vraiment l'abandon. J'avais peur de... Puis, tu sais, j'avais entendu beaucoup de personnes, j'avais rencontré des gens qui avaient la sclérose en plaques, puis on m'avait dit... Tu sais, à l'hôpital pour adultes, t'es pas autant suivi qu'à l'hôpital pour enfants, là, tu sais. Au l'hôpital pour enfants, j'avais quasiment un petit engourdissement dans mes doigts, puis j'appelais, puis oui, viens Stéphanie, on va t'évaluer. L'hôpital pour adultes, on m'avait dit non, c'est pas comme ça. Fait que là, quand t'as pas 18 ans, tu te dis, mon Dieu, on me garoche de même, c'est quoi? J'ai des engourdissements dans une main, puis on m'abandonne de même. Moi, c'était ça mes craintes, là. Au début, là, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Fait que c'est un gros processus. Fait que je pense qu'il faut vraiment bien se préparer à tout ça, là. Puis, ça serait quoi les questions que les parents ou les adolescents devraient poser à leur équipe de soins pédiatriques au cours de cette, mettons, dernière année-là précédant la transition? Moi, je recule un peu dans le temps, là. Moi, c'est comme je dis, j'avais vraiment peur de c'était l'inconnu. Je savais pas où je m'en allais. Fait que je voulais savoir un peu comment, tu sais, si c'était possible d'avoir une première rencontre avant même d'être
transférée à ma nouvelle hôpital, comment allait être mon équipe, est-ce que j'allais être aussi bien accueillie que quand j'allais à l'hôpital pour enfants, est-ce que, comme je viens de dire, quand je vais avoir des petits engourdissements dans ma main, est-ce que je vais les appeler, est-ce qu'ils vont me dire un peu comme vous me dites de m'en venir pour m'évaluer, comment, moi je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et pour l'enfant et pour les parents, dans le fond, à la limite, prendre carrément une feuille ou, ben là, peut-être une feuille, peut-être démodée en 2021, là, mais peut-être noter dans le téléphone vraiment des questions précises. Tu sais, tout, comme la docteure l'a dit, il n'y a pas de questions, tu sais, il n'y a pas de questions non pertinentes, il n'y a pas de questions nounoun, comme on dit, là. Aussitôt que tu as une question, tu sais, si la question, elle vient dans ta tête, c'est comme, faut ta pause. Fait que moi, c'était vraiment des listes de questions que je m'étais faites, puis avec ma mère. Puis ma mère m'a toujours suivie dans mes rendez-vous, fait que, ben, jusqu'à 18 ans, là. Dans le fond, fait qu'on avait posé toutes mes questions, comme je dis. Puis finalement, comme j'avais dit, j'avais eu ma première rencontre avant d'avoir 18 ans, où j'avais vraiment pu tout savoir qu'est-ce qui arriverait si j'aurais des symptômes pour mes résonances magnétiques. Mais moi, c'est vraiment les questions que, aussitôt que tu en as une, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec le médicament? Est-ce qu'on va garder le même médicament? Est-ce qu'on va changer? Moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que tu réponds pas mal à ma prochaine question. Je voulais te demander, Oui. c'est quoi la chose la plus importante à faire ou à préparer quand on a notre rendez-vous, quand c'est fait, là, puis qu'on a notre rendez-vous avec notre nouveau neurologue? J'ai déjà la liste et de penser à toutes les questions à poser. Je te laisse compléter. Ben ouais, ben c'est ça. Ben oui, effectivement, j'ai un peu, je parle beaucoup, j'ai un peu répondu. Mais moi, quand j'ai rencontré mon neurologue, c'était avant même d'avoir 18 ans, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer à ma nouvelle hôpital avec une infirmière de l'hôpital pour enfants. Donc moi, j'étais super bien encadrée. J'ai pu parler avec le nouveau neurologue de mon histoire, d'où ça avait parti ma sclérose en plaques, avec les dates aussi, parce que malheureusement, c'est des dates qu'on n'oublie pas. Fait que j'avais tout pu dire ça. Puis je sais que sous les yeux, il y avait mon dossier. Puis d'autant plus qu'il y avait l'infirmière qui me suivait à l'hôpital pour enfants qui était avec nous. Ben, elle avait pu compléter avec le nouveau neurologue. Puis j'avais pu poser mes questions. Qu'est-ce que je fais si j'ai une crise? Si j'ai peut-être des petits symptômes, qu'est-ce qui arrive avec ça? La personne aussi j'avais demandé si je pouvais visiter peut-être pas tout l'hôpital, là. C'est quand même un gros hôpital, mais au moins tout ce qui touche vraiment la sclérose en plaques, tu sais, voir. Fait qu'on m'avait fait visiter, montrer où était le centre de jour, où étaient les résonances magnétiques. Je suis aussi sur des programmes de recherche quand même, là. Je suis pas sur un médicament à l'étude, mais je fais d'autres choses. Fait qu'on m'avait tout expliqué, tout ça. Puis c'était vraiment, moi, ça m'avait beaucoup aidé. Fait que c'était vraiment, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire tant mieux, c'est vraiment le fun pour toi. Oui. Je te demanderais maintenant, du point de vue du patient, est-ce qu'il y a comment les équipes de soins de santé, tant pédiatriques qu'adultes, pourraient faire pour mieux soutenir leurs patients qui font la transition, leurs patients pédiatriques? J'ai un peu de misère à répondre à cette question-là parce que moi, comme je l'ai déjà dit, j'avais eu une transition vraiment parfaite. C'était pas facile, mais ça avait été bien. Fait que de mon côté, comment on pourrait faire pour que ça soit mieux? J'ai pas tellement de choses à dire. Par contre, je pense que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu la chance d'aller rencontrer, moi, ma fête, c'est en novembre. Fait que, à l'été, avant mes 18 ans, j'avais pu aller rencontrer l'équipe, ma future équipe que j'allais avoir à partir de mes 18 ans. Je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je pense que ça pourrait être quelque chose que moi, je trouve que ça serait bien que moi, ça m'avait beaucoup fait, ça m'avait énormément rassurée de rencontrer ma future équipe, de voir c'est Nono, mais juste la secrétaire que je vais appeler quand je ne filerai pas ou juste voir les infirmières. Moi, ça m'avait rassurée. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que
peut-être, comme je dis, soit que le patient le demande ou moi, ça m'était offert. Même, je l'ai demandé, mais ça m'était offert. Mais je pense que ça, je trouve que ça devrait être offert à peut-être plus de jeunes parce que si moi, ça m'a vraiment fait du bien puis ça m'a rassurée, j'imagine que ça pourrait en aider d'autres. Puis de donner aussi des informations, mais des informations qu'on sait qui sont vraies, c'est-à-dire, moi, j'étais allée beaucoup, moi, je suis de la région de la Naudière, fait que j'avais beaucoup parlé avec la Société canadienne de la sclérose en plaques, section la Naudière, qui m'avait donné énormément de documents, puis il y avait aussi des petits documents qu'on m'avait prêtés qui étaient vraiment sur comment ça se passe aux soins pour adultes, puis toutes ces choses-là. Donc, moi, c'était ça qui m'avait bien aidé, mais surtout, je pense, comme j'ai dit, là, je reviens beaucoup sur ma visite que j'ai faite, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Fait qu'ici, les gens, je pense que c'est quelque chose qui devrait se... Je connais des gens ils ont pas eu Je connais des jeunes qui ont pas eu la chance d'avoir ce service, mais je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. J'imagine que ça en aiderait beaucoup d'autres aussi. Tout à fait. Je pense que c'est pas un luxe, même en tant qu'adulte. L'an dernier, j'ai dû changer d'infirmière et je pense que je m'en suis pas encore remis. Donc, voilà, je pense que c'est... merci beaucoup, Stéphanie, Ça fait plaisir. pour ces conseils. Merci. Alors, on a maintenant quelques minutes pour répondre aux questions de l'auditoire pour l'un ou l'autre de nos intervenants. Alors, certaines questions nous ont été soumises durant la présentation. Alors, je vais commencer avec une question ici. Je vous la lis. Auriez-vous des informations à nous donner ou des références sur la façon de faciliter la transition vers la prise en charge pour le jeune lui-même, rendez-vous, appel, suivi, alors que les suivis étaient jusqu'à ce jour assumés par un des parents? Je vais essayer de... Stéphanie, oui? C'est vraiment... moi, justement, je trouvais ça dur parce que maman, elle appelait pour moi à mes rendez-vous. C'est vraiment comme un peu de l'autonomie que tu développes. Fait que moi, c'est nono, mais je me suis... Dans les dernières fois que maman, elle a appelé pour un rendez-vous, j'ai écouté tout qu'est-ce que maman disait. Fait que je sais qu'elle avait besoin de mon numéro de carte. Fait qu'en regardant ça, je m'étais dit, quand je vais appeler à l'hôpital, ma nouvelle hôpital, je présume qu'ils vont me demander un peu les mêmes choses. Ma carte d'assurance maladie, numéro de carte d'hôpital. Fait que moi, c'est des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, souvent, c'est un stress aussi. Là. J'imagine encore aujourd'hui, j'appelle puis je suis quasiment un peu stressée. Sauf que ça fait partie de la vie d'adulte. Mais je sais que quand on vient d'avoir 18 ans puis on doit... vraiment se dire qu'on est un adulte, puis appeler nous-mêmes, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment d'essayer de se faire confiance, puis j'ai pas vraiment d'autres trucs que de se dire qu'on est capable, puis que tu dis que moi j'appelle, puis même je disais carrément que j'étais anxieuse, que je savais pas trop quoi dire. On dirait que quand on dit ça libère un peu. Fait que, mais tu sais, en même temps, ils savent, là, quand ils voient le dossier, ils voient que ça fait pas 10 ans que j'appelle, que je suis suivie. Fait que, en général, c'est pas mal ça. Je sais pas si j'ai assez répondu. J'essaye, là, mais... Non, mais ça me semble quand même clair, merci. Moi, j'ai maintenant une question directement pour Dr. Lévesque-Roy. Que puis-je faire pour prendre soin de ma santé? Y a-t-il des stratégies que vous offrez aux patients plus jeunes? J'ai peur que les décisions de santé que je prends maintenant en tant qu'adolescent m'affecteront dans l'avenir, traitement, etc. Qu'est-ce qui devrait être pris en compte? Oui, c'est une excellente question. Puis je pense que ça se rapporte aussi à se développer ce sentiment-là, tu sais, d'être autonome, d'être indépendant, d'être en contrôle aussi de sa santé. Puis je pense que différents aspects, en premier lieu, on parlait un petit peu là, des traitements, fait qu'encore une fois, c'est vraiment d'en discuter avec votre neurologue traitant, poser toutes les questions que vous avez pour vraiment prendre la meilleure décision pour vous, pour le traitement, parce que c'est vraiment une décision pour votre futur qui est extrêmement importante.
Puis sinon, on parle aussi en sclérose en plaques de tout ce qui est mode de vie. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on recommande à notre patient, d'avoir un mode de vie actif, d'avoir une diète équilibrée. C'est super important aussi, là, puis c'est des choses qu'on peut faire là, pour contribuer à ça. Merci. Ma prochaine question, c'est avez-vous des conseils pour mon enfant qui a récemment reçu un diagnostic d'ESP et qui commence maintenant une nouvelle année scolaire? Comment dois-je le préparer à expliquer la maladie aux autres? Mm-hmm. Même Oui, moi, ça, je c'est pas évident. C'est pas évident, je pense, à tous âges, de savoir comment expliquer une maladie. Puis encore une fois, la sclérose en plaques. Oui, il y a des gens qui sont au courant de ça, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise puis qui connaît vraiment là, la maladie. Donc, je pense que c'est vraiment d'attendre d'être prêt, parce que je pense que si c'est un nouveau diagnostic, c'est normal que ça prend un petit peu de temps pour vraiment là, emmagasiner toutes les informations, puis se préparer justement à en parler aux autres. Puis une fois qu'on est prêt, ben c'est sûr à ce moment-là, c'est d'en parler à des gens premièrement à qui on a confiance, puis de l'expliquer en termes très simples. Puis c'est ça, si on n'est pas certain, ça peut être utile d'en discuter avant avec, par exemple, notre neurologue. Ou avec nos parents. Il y a d'autres ressources aussi qui sont disponibles pour savoir un petit peu là, comment gérer cette situation-là. Mais c'est ça, c'est vraiment d'attendre d'être prêt, puis de se donner un petit peu de temps là, si c'est un diagnostic très récent. Je ne sais pas si Stéphanie a vécu ça ou c'est quoi son point de vue par rapport à ça? Ben moi, j'étais un peu comme Dr. Lévesque a dit, ça m'a pris quand même... je le disais surtout à mes personnes de confiance. C'est sûr, moi, j'étais en secondaire 3, donc je sais pas, la question vient d'un étudiant qui s'en va en quelle année. Mais moi, j'étais en secondaire 3, mais évidemment, je n'avais parlé avec l'école. J'avais pas eu le choix, vu que si d'un fois, je devais avoir des traitements, puis je devais beaucoup me présenter à l'hôpital, parce que dans mes débuts, moi, c'était comme ça. Mais j'en parlais beaucoup à des personnes de confiance, des amis de confiance, des enseignants à qui je parlais plus, parce que c'était quelque chose... quand on n'est pas habitué avec la maladie, moi, personnellement, je pensais que j'allais mourir au début. Fait que c'est sûr qu'après, je me suis fait dire que non, évidemment, j'allais pas mourir. Je vais super bien. Mais au début, c'était un peu... je voulais pas en parler, je gardais ça pour moi. Mais un jour, je sais pas, au fil du temps, tu vis avec la maladie, donc je sais pas si on l'accepte ou si on apprend à vivre avec. En fait, je pense que c'est un peu des deux, mais tu sais, on n'est pas contagieux, rien. Fait que c'est vraiment, puis c'est pas écrit dans notre front non plus. Fait que je pense que c'est vraiment le temps, un jour à la fois. C'est le classique, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait l'adaptation. Puis c'est d'en parler à les personnes à qui on fait le plus confiance. Là, je pense que c'est déjà un bon début. Quand on commence à en parler, selon moi, c'est que on commence à l'accepter. Mais c'est vraiment les personnes à qui on est plus à l'aise au début, je trouve. Justement, Stéphanie, pour jumper là-dessus, en tant que jeune, craignez-vous que la maladie ait un impact sur vos objectifs de voyage, de faire du sport ou de travail? Comment avez-vous fait face à tout cela? Oui. Oui. Ben, premièrement, moi, je voulais devenir policière. En commençant, ça l'avait déjà mis un terme à un rêve que j'avais, qui était de devenir policière. Puis, parce qu'en partant, ça fonctionne pas. Puis, de toute façon, aujourd'hui, à 23 ans, avec les poussées que j'ai eues, j'aurais pas la forme physique. Fait que c'est sûr que, oui, ça l'a mis ce qui est pour ma vie de plus tard. Tu sais, je voulais faire un métier, sinon debout, ça fonctionne pas. Il y a 2 ans, j'ai perdu l'usage de mes jambes. J'ai retrouvé l'usage, mais je suis capable de me tenir debout, mais peut-être pas pour faire un métier debout toute ma vie. Fait que c'est sûr que pour ça, ça a mis des traits sur beaucoup de choses que je voulais faire.
ma vision aussi, quand j'ai trop chaud ou quand je suis stressée, j'ai fait des névrites optiques à plusieurs reprises. Donc, quand ça va pas, ben j'ai de la misère avec mes yeux. Fait que c'est sûr que oui, des fois, je peux dire que... Puis c'est sûr que ben aujourd'hui, j'ai plus peur. Mais oui, des fois, je me demande un peu comment ça va être plus tard. Fait que c'est sûr que oui, j'ai eu des petites craintes, puis ça a mis à terme des idées que j'avais. Mais je pense que on se découvre des forces qu'on n'avait pas, je pense, quand on est malade. Ouais. Puis j'ai comme un peu, excusez du terme, reviré ma situation de côté. Fait que j'ai changé, on avait dit au début que j'étudie en technique juridique, donc c'est un métier que j'ai découvert que je veux faire, mais que je pensais pas au début, mais ça va être plus adapté à ma condition physique. Puis je fais juste les études, puis j'adore ça. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver autre chose qu'on va aimer faire, que ce soit, peu importe. Tu sais, moi, on parlait de voyage. Moi, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, mais en disant que je tolérais pas la chaleur, ben c'est sûr que j'irais pas dans le sud, là. Tu sais, je peux pas, puis j'irais pas trop à des places que je peux trop toutes visiter. C'est pas parce que je voudrais pas, parce que mes jambes me le permettraient pas longtemps, mais il y a toujours moyen de s'adapter et de trouver autre chose. Là, quand on veut vraiment, je pense qu'il y a pas grand-chose qui nous empêche. Si je peux faire une parenthèse par rapport à ça, j'ai envie de dire que pour ceux qui nous écoutent en ce moment, des témoignages comme ça, moi je viens de le recevoir, puis je les collectionne, les témoignages comme ça, et plus j'en entends, plus moi, ça me permet moi-même de me faire une tête sur ce que moi, j'imagine pour l'avenir, même si moi, c'était jeune adulte, très ambitieux, de revoir un peu vers où je voulais aller par rapport à mes défis personnels. Je vous recommande de ne pas avoir peur de trouver d'autres gens qui ont la SP puis d'échanger à ce niveau-là. Je pense que c'est super important. Et toutes les personnes que je connais qui font ça et qui partagent et s'entraident tous comme ça. Faites-vous des amis qui ont la SP, ils sont vraiment smart. Donc, pour terminer, pour refermer cette parenthèse, maintenant, une autre question. Que puis-je faire si j'ai l'impression que les soins que je reçois ne sont pas adaptés pour moi ou si mon médecin ne m'écoute pas ou si je veux changer de médecin? Un truc un peu touché ici. Oui, c'est pas évident. Mais effectivement, ça peut arriver, puis je pense que c'est important de vraiment s'écouter, puis de le mentionner au médecin, parce que la clé, c'est vraiment de vraiment dire ses besoins. Puis je pense qu'il y a toujours un moyen, comme c'était mentionné dans la question, là, de demander à avoir l'avis d'un autre neurologue ou même de faire transférer là, ses soins si jamais on peut vraiment pas là, trouver un terrain d'entente. Mais effectivement, je sais que si ça l'arrive, c'est pas une situation facile, mais c'est vraiment la clé, c'est d'en parler pour pas rester dans une situation qui nous convient pas parce que surtout en sclérose en plaques, c'est tellement important d'avoir le lien de confiance avec son neurologue. C'est quelqu'un qui va nous suivre évidemment pendant plusieurs années. Fait que je pense que c'est vraiment important là, de trouver une personne en qui on a confiance. Merci. Pour Stéphanie maintenant, comment s'est passée la transition pour tes parents? Comment leur rôle a changé et qu'est-ce qu'ils ont fait qui t'a aidé à mieux vivre dans cette transition? Mes parents, ils l'ont bien pris. C'est sûr que de toute façon, c'est un changement nécessaire. Mes parents, ils m'ont beaucoup... je vais parler surtout ma mère. Là, mon père aussi, c'est surtout maman qui accompagne dans les rendez-vous encore aujourd'hui. Je pense que quand j'ai eu 18 ans, on a vraiment... tu sais, moi-même, je voulais comme avoir plus mon autonomie. En partant, en allant à la clinique, à l'hôpital, ben ma mère, tu sais, je lui disais, maman, je vais rentrer toute seule avec mon neurologue. Avant 18 ans, j'y avais déjà dit, je veux rentrer toute seule. Puis, c'est correct, ma mère, elle m'avait dit, ben quand tu files pas, c'est moi qui est avec toi. Fait que non, j'aime mieux rentrer pour pouvoir poser mes questions. Puis surtout, des fois, tu sais, j'avais une petite tête dure, je voulais pas poser des questions que moi, je n'osais pas.
Mais rendu à 18 ans, non, ma mère, des fois, elle sait que, tu sais, 18 ans, t'as l'âge de pas la liberté, mais quand même, là, tu t'occupes de toi. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, mes parents m'ont laissé plus, tu sais, l'autonomie de vraiment, tu sais, si j'ai changé de médicaments aussi, j'ai changé 3 fois depuis que je suis à l'hôpital pour adultes. Puis, tu sais, mes parents, ils peuvent pas m'empêcher, mais, tu sais, ils m'ont donné leur point de vue, vraiment. Je sais que des fois, il y avait des questions pour le médecin. Fait que oui, des fois, c'est correct. Là, je comprends quand il faut changer de médicament que ça les rend plus peut-être anxieux ou quelque chose. Mais moi, c'était vraiment que, tu sais, ma mère, elle m'a toujours dit, je t'abandonne pas, tu sais, on est parents pour la vie. Mais, tu sais, elle dit, s'il y a quelque chose, je vais rentrer avec toi, je vais aller voir le médecin, mais vas-y, tu sais, s'il y a quelque chose, tu me feras signe ou... moi, c'est surtout ça, là, vraiment qu'on m'ait laissé. Je me suis pas sentie abandonnée. Mes parents, des parents, comme je l'ai dit, c'est des parents pour la vie, mais vraiment, moi, ils m'ont laissé aller, puis ils m'ont dit, garde, on va te suivre dans ce que tu décides, puis fais ton chemin d'adulte. Fait que c'est ça. Maman, elle vient encore avec moi à l'hôpital à mes rendez-vous, mais comme je dis, elle rentre pas. Des fois, elle me dit, ben, une mère, c'est une mère. Oublie pas de dire ça, demande ça, ça. Oui, oui, oui. J'ai encore même mes petites notes dans mon téléphone, mais c'est correct. Là. Moi, c'était plus ça. Mais justement, la prochaine question développe un peu sur ce sujet-là. Donc, je la lis. En tant que parent, d'autres conseils sur la meilleure façon de défendre les intérêts de mon adolescent? Comment pouvons-nous nous assurer de nous faire entendre alors qu'il y a autant de patients? Mm-hmm. Oui, je pense que c'est une bonne question. Puis c'est en lien aussi avec un peu ce que Stéphanie là, disait. C'est vraiment important de ne pas hésiter, comme on a dit souvent, poser ses questions, dire c'est quoi ses besoins, mentionner s'il y a des choses qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on voudrait avoir plus d'informations. On peut toujours avoir une deuxième opinion aussi, ça c'est important de le savoir. Si on veut avoir l'opinion d'un autre neurologue, on peut toujours le demander aussi. Fait que c'est vraiment de ne pas hésiter à justement mentionner tout ça. Puis c'est ça. Puis en général, là, il y a toujours moyen là, de que ça soit bien reçu. Oui. La communication entre Ouais. Ouais, c'est toujours important. On y va avec une dernière question. Alors, mon hôpital ne semble pas offrir de soutien supplémentaire comme les travailleurs sociaux. À qui dois-je m'adresser? Où puis-je trouver ces ressources? Oui, donc c'est vrai que ça varie vraiment souvent d'un hôpital à l'autre. Donc, il y a plusieurs façons, mais une des façons qui est disponible, c'est vraiment en fait la Société de sclérose en plaques Canada. Vous pouvez les contacter, puis ils peuvent vous donner une idée là, des ressources qui sont dans votre communauté. Sinon, c'est sûr d'en parler même avec l'équipe dans la clinique qui vous suit. Souvent, il y a d'autres options. Si, par exemple, le travailleur social ou un autre spécialiste n'est pas disponible directement sur le site, n'hésitez pas là, à le demander à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup. C'est donc tout le temps que nous avions pour la période de questions. J'aimerais prendre un instant pour remercier notre conférencière, Dr. Myriam Lévesque-Roy, et ainsi que notre intervenante Stéphanie Godet. Ça fait plaisir. Merci pour vos partages, vos conseils. L'information que vous nous avez procurée aujourd'hui sera sans doute utile aux membres de la collectivité de l'ASP. En terminant, je rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube, notre plateforme de web diffusion, ainsi que notre page Facebook. J'aimerais également souligner un événement à venir qui est d'intérêt particulier pour les 18-30 ans. Nous aurons bientôt un sommet national de 2 jours qui s'appelle l'ASP et alors.
Pour les jeunes adultes touchés par l'ASP, visitez notre site web sclérosenplaques.ca pour la programmation et pour vous inscrire. Suivez également la Société canadienne de la sclérose en plaques sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal, Novartis, nos commanditaires partenaires Biogen, EMD Serono et Pandopharm. Moi, je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui est tenu ce soir. Je pense que c'est toujours d'une extrême pertinence, comme je disais plus tôt, ce partage-là de connaissances, toutes ces interrogations-là qu'on peut avoir en tant que personne atteinte par l'ASP. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà vécu, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà vécu quelque chose de semblable. Il y a un expert qui connaît probablement une réponse plus fiable que celle que vous avez trouvée en googlant. Alors, je vous invite à vous tenir au courant de ce que la société propose comme truc de ce genre, comme ce webinaire-là ce soir, pour réussir à vous garder au courant de tout ça, de savoir comment verbaliser, on parlait de communication plus tôt, toutes ces choses-là, je pense qu'elles sont vraiment importantes pour vivre le mieux possible avec l'ASP. Et comme je le disais dans la petite bio de Stéphanie plus tôt, je crois que c'est ces mots, de le vivre à notre rythme. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Allez donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.